voilà, on va parler de contrebande de HTTP, ou HTTP smuggling en anglais, pour essayer de comprendre ce que c'est, pour s'en prémunir aussi. Alors, pourquoi j'ai mis des wikis dans le titre? Parce qu'on parle de contrebande, et que les wikis sont des contrebandiers. Et donc on va faire de la contrebande de requêtes et de réponses qu'on pourrait appeler des wikis, puisqu'elles ne sont pas censées être là. Et puis le langage des wikis, c'est un langage qui est très très difficile à parler, je ne sais pas si vous avez remarqué, et puis surtout on peut très facilement l'interpréter de travers, et en fait c'est un petit peu aussi le cas du HTTP. Donc voilà de quoi on va parler. On va revoir certaines bases de HTTP, notamment le keep alive et le pipeline. On va voir ce que c'est que la contrebande de HTTP, avec des vecteurs d'attaque. On va revoir ce que c'était le HTTP 0.9. Et puis enfin, on essaiera d'avoir quelques démos de détournement de droits d'accès, de cache poisoning sans cache. Et à la fin, si j'ai un peu de temps, je vous parlerai d'un outil que j'ai écrit qui s'appelle HTTP Wiki. Donc ça, c'est moi, Régis Léraud. Là, vous pouvez me trouver un peu sur Internet, Twitter, Stack Overflow, GitHub. Je travaille à Nantes dans une société toulousaine qui s'appelle Machina Corpus. On est une toute petite société, on est moins de 50 personnes. Je suis DevOps, et j'étais DevOps depuis avant qu'on dise que ça s'appelle DevOps. Et la sécurité web, c'est une toute petite partie de ce que je fais dans mon quotidien, et puis dans mes week-ends ou choses comme ça. Et ce qui veut dire que si moi je suis capable de faire ça, alors que c'est pas du tout mon métier, il y a des gens qui le font sûrement un peu plus industriellement. Pourquoi j'ai commencé à regarder et à tester les outils HTTP? Déjà parce que je travaille avec tous les jours, je réponds à plein de questions sur Stack Overflow, à des gens sur Nginx, sur Apache, sur des choses comme ça. Donc j'aime bien ces outils-là. Et puis un jour, je suis tombé sur vraiment deux études très intéressantes. Si un jour vous avez le temps, je vous conseille d'aller voir un peu plus ces études. La première, c'était des attaques sur l'entête host dans les requêtes HTTP. Et la deuxième, qui date de 2005, qui était une étude sur le HTTP smuggling, justement. Donc 2005, c'était il y a 11 ans. Et à l'époque, ça avait posé pas mal de problèmes. Et depuis, plus personne n'en parlait. Alors qu'est-ce que c'est? On va faire une attaque de sécurité web, mais au niveau du protocole. On va redescendre en dessous. On va essayer d'injecter des messages. Donc des messages, c'est des requêtes ou des réponses HTTP, en les cachant dans d'autres messages. Souvent, vous ne pouvez pas faire ça avec votre navigateur web, parce que lui, il fait bien le HTTP. Donc, on fabrique nous-mêmes des messages HTTP bas niveau que ces outils ne savent pas générer. Et la plupart du temps, quand on fait du mauvais HTTP, on obtient des erreurs, et ça n'a pas de conséquences, ça fait juste des erreurs, mais des fois, ça a des conséquences. Donc avant de commencer, il faut qu'on revoie absolument qu'est-ce que c'est que les keep alive et le pipeline. Donc avant le keep alive, déjà, on a le HTTP 1.0. On a un client d'un côté, on a le serveur de l'autre. C'est assez simple, sauf qu'on a établissement d'une session TCP/IP. Si vous vous rappelez, il y a SYN, ACK, ACK. Et puis après, on envoie une requête et on reçoit une réponse. HTTP, au départ, c'est juste ça. Et à la fin, on ferme la connexion TCP/IP. Et si vous codez vous-même un serveur HTTP, vous verrez que fermer cette connexion, c'est pas si simple que ça. À quel moment on ferme? Comment est-ce qu'on est sûr que tout a été reçu? C'est pas vraiment défini. Le problème, c'est que ça fait une connexion TCP/IP à ouvrir pour chaque ressource que vous demandez, une page HTML, un JS, un CSS, etc. Donc c'est pas bon du tout en termes de perf. Donc il y a le keep alive. Donc là, ce qui est important, c'est les petites couleurs. Imaginez la requête verte, c'est la page HTML, la bleue, c'est un CSS, et la troisième, la C, c'est un JS, par exemple. On va ouvrir une seule connexion TCP/IP, on va faire un premier échange, et on va ne pas en réouvrir une nouvelle, on va se servir de la même pour demander les requêtes suivantes. Mais c'est chacun son tour. Si vous ne faites pas de HTTP2, ce qui arrive quand même très très souvent, votre navigateur fait ça en fait. Il en ouvre 3 des sessions, mais il fait ça. Il fait du keep alive. Et puis, dans HTTP 1.1, ils avaient défini une autre chose qu'aucun navigateur n'utilise, en fait, qui s'appelle le pipeline. Où là, j'ai demandé 4 requêtes, parce que je sais que j'en veux 4, je veux 2 CSS, un JS et une image, je demande les 4, et le serveur doit me les renvoyer dans l'ordre.
mais il peut ne pas tout me renvoyer. Il peut s'arrêter à la première, la deuxième, la troisième, etc. Ça s'appelle un pipeline. C'est pas vraiment utilisé parce que ça pose plein de problèmes. Notamment, s'il y a une requête qui est très longue à revenir, par exemple la première, bah, la deuxième et la troisième, elles sont en attente. On attend que la première soit complètement envoyée. Donc ça ne fait pas vraiment gagner du temps la plupart du temps. Par contre, la plupart des serveurs supportent le pipelining. Alors si vous demandez pourquoi HTTP2, ils ont fait un protocole très compliqué qui est binaire, dans lequel les messages sont marqués, dans lequel on peut envoyer les réponses dans n'importe quel ordre, c'est parce que le pipeline, ça n'a pas marché. HTTP2 est vraiment construit pour trouver des solutions à ce problème de pipelining. Et aussi à cause de la contrebande de HTTP. Un dernier petit point théorique, si jamais vous mettez un reverse proxy au milieu. Donc un reverse proxy, ce n'est pas un proxy comme vous mettez dans votre navigateur, c'est un proxy qui est devant le serveur. C'est un terminateur SSL, c'est un load balancer, voilà. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui redirige le trafic HTTP. Et donc lui, si vous lui envoyez un pipeline, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser le pipeline. Et derrière, en communiquant avec le serveur web, il va faire du keep alive à la rigueur, mais il ne fera certainement pas de pipeline. Ou j'en ai quasiment jamais vu. Donc le serveur, au final, ne reçoit pas de pipeline. Mais il n'est pas au courant qu'il ne reçoit pas de pipeline. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui faire croire qu'il reçoit un pipeline. Ça va ressembler à ça. On va faire un message bizarre, avec une syntaxe qui est vraiment bizarre et qui n'est pas censée exister. Et puis on va passer à travers plein de reverse proxy qui vont nous transmettre ce message bizarre. Donc on passe à travers, et quand on arrive au dernier, à notre cible, lui, au lieu de voir un seul message, il envoie deux. Et il pense que c'est un pipeline. Donc il renvoie deux réponses. Alors quand il renvoie sa première réponse, tout se passe bien. Et quand il renvoie sa deuxième réponse, c'est non défini. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ici, Golang, un serveur qui est écrit en langage Golang, renvoie une deuxième réponse à Apache alors que Apache n'attend pas cette réponse. Donc on trouve deux acteurs, vraiment, le transmetteur, celui qui transmet le message bizarre sans le nettoyer, et puis le découpeur, ou splitter en anglais, celui qui va vraiment casser le message en plusieurs messages ou plusieurs réponses. La première question, la plus importante, c'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va essayer de faire ça? Déjà parce que dans l'exemple précédent, la requête 2, par exemple, elle aurait pu être interdite. Un des acteurs aurait pu essayer de filtrer la requête 2, mais ça n'était pas une requête. Donc ça passait. Ça, c'est l'explication la plus simple. On fait passer une requête, elle est cachée, donc personne ne peut la filtrer. On peut aussi vouloir faire planter un acteur. C'est-à-dire que des fois, certains acteurs, quand ils vont recevoir une syntaxe bizarre ou une réponse bizarre ou une réponse inattendue, ils vont cracher. Et si on crache, c'est déni de service. C'est plus complexe, on peut essayer d'utiliser un décalage dans les réponses, c'est-à-dire j'ai envoyé 3 requêtes et j'ai 4 réponses pour que une des réponses se mette à la place de l'autre. Et donc là, ça va faire du poisoning, on appelle ça. On peut aussi essayer de détourner certains en-têtes, c'est-à-dire on va envoyer des requêtes incomplètes pour qu'elles soient complétées par les requêtes de l'administrateur qui, lui, a le bon cookie. Mélanger les requêtes entre elles. Donc là, on va faire du détournement de session. Et tout ça, ça a été décrit déjà en 2005. C'est tout ce qu'on appelle le HTTP smuggling. Ça, c'est l'objectif. Après, c'est comment on va faire. Comment on va faire? Donc, tout repose sur la taille du message. Normalement, un message HTTP, vous avez des entêtes et un body, et le body, il a une certaine taille. Quelle est la taille du body? C'est l'entête content length qui vous le dit. Mais si vous en mettez deux des entêtes content length, c'est interdit. Vous pouvez mettre un qui dit 0 et l'autre qui dit 42, on ne sait pas lequel a raison. Donc c'est interdit d'en mettre deux. Voilà. Après, il y en a, ils supportent le fait qu'on en mette deux, ils prennent le premier, puis d'autres, ils prennent le deuxième. Vous avez aussi quelque chose qui est plus ou moins interdit, qui est le fait d'utiliser à la fois content length, pour dire j'ai une taille, et vous pouvez utiliser la transmission par morceaux, qui s'appelle chunked, où vous n'avez pas besoin d'indiquer la taille. Vous faites qu'envoyer des morceaux du body, et à la fin, vous mettez un marqueur de fin pour dire voilà, c'est terminé. Normalement, on ne fait pas les deux.
Vous pouvez envoyer des entêtes invalides. Donc, par exemple, content length avec un espace entre content et length, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, c'est interdit. Content length, un espace avant le 2 points, c'est interdit aussi. Et puis, content length, là, on a un immense content length ici. Ça, c'est pas censé valoir 42, c'est bien censé valoir un grand chiffre. Après, des fois, il arrive des choses bizarres quand on utilise des grands chiffres en informatique. Vous pouvez jouer sur les fins de ligne. Une fin de ligne valide en HTTP, c'est CR-LF. C'est comme sous Windows. Il y a les deux caractères, carriage retourne, line feed. À la rigueur, vous avez le droit d'utiliser juste line feed. Mais CR tout seul, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, normalement. Et puis, vous pouvez aussi vous servir de très vieilles fonctionnalités que tout le monde a oubliées dans HTTP, comme le HTTP 0.9 ou une syntaxe d'entête multiligne. Les entêtes, vous avez le droit de les écrire sur plusieurs lignes. Enfin, vous aviez le droit de les écrire sous plusieurs lignes, en mettant un espace au début de l'entête. Alors, on va regarder vraiment un exploit, à quoi ça ressemble. Donc, le plus important, c'est cette petite image-là, où on voit vraiment du HTTP avec des informations de taille. Donc là, c'était un bug dans une version de Node.js qui était avant la version 5.6. Vous avez un premier bug qui est que dès qu'il voit le caractère carriage retourne, il se dit oh, forcément le prochain c'est line feed. Donc j'ai pas besoin de regarder. Je sais que le prochain c'est line feed. Sauf que si moi j'ai pas mis line feed mais un Z, pour lui, celui-là c'est line feed. Donc pour tout le monde, ça c'est un seul header. Pour Node.js, c'est 2 headers. Donc pour tout le monde, le body fait 70 bytes. Donc tout bleu là, et personne ne le lit, c'est du binaire, on s'en fiche, c'est du body. Pour Node.js, par contre, ça c'est un nouvel en-tête qui dit que la transmission, elle est par morceau. Ce que dit le HTTP, c'est que quand il y a les deux, content length et par morceau, c'est par morceau qu'a raison. Donc il prend par morceau. Et ça lui dit, ce petit signe-là, ça veut dire c'est la fin de la transmission. Donc ça, c'est une nouvelle requête. Donc là, il reçoit 2 requêtes. Il reçoit un pipeline. La deuxième requête, elle est rigolote parce qu'elle n'est pas terminée. Ici, on devrait avoir anti-slasher, anti-slashen 2 fois pour que ce soit terminé. Après, il y a l'admin qui arrive, il fait des requêtes sur le serveur. Et comme on a un keep alive entre le reverse proxy et le serveur, que le reverse proxy a bien reçu la première réponse, donc il pense que c'est terminé, il n'a pas reçu de réponse pour la requête non terminée, le prochain utilisateur, il arrive et sa requête, elle vient se coller ici. Get. Ça, c'est l'admin. Mais l'admin, il a un cookie de session d'admin. Et ça vient terminer notre requête, où nous, on lui a demandé d'effacer l'utilisateur numéro 2. Donc, ça, c'est le schéma de ce que je vais vous montrer sur l'écran, où on voit qu'il y a un attaquant, ça va être moi. Je vais envoyer ma mauvaise requête sur Varnish, qui va la transmettre à Node.js, qui va avoir le petit problème que je vous ai décrit, mais qui va renvoyer une première réponse. Après, il y a l'admin, il va arriver, il va réutiliser la même connexion. On va avoir ici le problème de concaténation des 2 requêtes, et l'admin va recevoir une réponse à une requête qu'il n'a pas demandée. Donc là, il y a le schéma complet, et là, il y a l'attaque. Alors, comment je fais pour l'attaque? En fait, c'est du printf dans une socket qui est gérée par Netcat. C'est la même chose que ce que vous faites avec un navigateur, mais là, moi, je le fais en mode texte. Et je vais le faire 150 fois. Ah, ça s'affiche pas. Le voilà. Donc je vais me servir d'un petit projet Node.js qui s'appelle NodeGoat, qui sert à faire des attaques de sécu en Node.js. Donc c'est un projet qui est mal écrit, mais c'est fait exprès. Hop. Donc là, je suis sur le serveur. Je démarre NodeGoat. Là, il démarre.
Donc là, on voit le password de l'admin, si jamais vous cherchez. Je me connecte. Je suis sur une application. Il y a plein de choses dans notre Goat, mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une liste de users, et puis j'ai la fonction delete user sur laquelle je ne veux surtout pas cliquer. Je n'ai pas cliqué dessus. Et il n'y a pas de contrôle CSRF sur ce poste. Donc là, j'envoie mes requêtes. Alors, la plupart de mes requêtes, comme je ne suis pas connecté, tout ce que me dit notre Goat, c'est que je suis redirigé, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des requêtes non finies qui sont cachées dans les sockets. Donc là, je vais recharger la page. Hop, et ça me dit que je viens d'effacer un user. Alors que j'ai juste rechargé la page. Et il en manque un. Donc ça a marché. On a bien détourné une requête de l'admin pour effacer un user. Ça, c'était la première démo. Un autre petit truc rigolo en HTTP, le HTTP 0.9. Alors c'est horrible, ça ne devrait plus exister. C'est vraiment très 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 vieux. C'est la toute première version de HTTP, une version dans laquelle il n'y avait pas de header. Donc par exemple HTTP 1.1, on le voit sur le côté, c'est get avec aussi une entête host qui nous dit quel site on veut, et puis voilà. Et puis là, il y a la version du protocole. HTTP 1.0, on n'était pas obligé de mettre l'entête host. Voilà. Mais HTTP 0.9, il n'y a pas d'entête, ni de version de protocole. On demande une page, on la reçoit. Ça, c'est une réponse, ici, là, sur le côté, une réponse HTTP 1.1 avec un tout petit body, puis là, plein d'entêtes. Je vous ai mis en bleu ceux que moi, je pense, sont assez importants, comme des cookies, Content Security Policy, la taille du body, des choses comme ça. En HTTP 0.9, on reçoit que le body. On reçoit absolument aucune entête, donc on n'a pas de méta-information du tout. Ça veut dire qu'on a un flux, on a juste un flux de texte. Et ce flux de texte, ce qui peut être rigolo, c'est de le faire ressembler à celui-là, au premier, à une vraie réponse, pour injecter dans ce message des entêtes HTTP et voir ce qui se passe. Dans la démo, je vais utiliser une image. Ça peut être marrant. Une image, quand on la requête en HTTP 0.9, on n'a pas les entêtes qui nous disent que la réponse est une image, donc on reçoit un flux binaire hyper bizarre. On pourrait essayer de cacher dans une image du HTTP. Alors, si vous écrivez du HTTP dans le contenu binaire d'une image, ça fait une image toute cassée, quoi. Mais vous pouvez aussi essayer de l'écrire dans la partie EXIF de l'image, et puis de faire une requête juste sur cette partie du binaire. C'est pas censé marcher. Normalement, on ne peut pas faire ça, parce qu'en HTTP 0.9, on n'a pas d'entête non plus dans la requête, donc on ne peut pas lui dire l'entête qui dit « non, mais je veux juste une partie de l'image ». On lui demande l'image. Donc, ce n'est pas censé marcher. Pareil, ce type d'attaque n'est pas censé marcher parce qu'on n'a pas de keep alive ni rien. En HTTP 0.9, on fait une requête, on a une réponse, et c'est connexion close, on ferme la socket normalement. Donc, on ne peut pas faire de range request, etc. Mais tout ça, c'est la théorie. Une deuxième faille dans HTTP, le cache poisoning et le socket poisoning. Le cache poisoning, c'est assez complexe. C'est là où on envoie 3 ou 4 requêtes, et puis il y en a une qui vient s'insérer entre les autres dans les réponses, et on change le cache, et comme ça, tous ceux qui visitent la page, ils ont la mauvaise page. C'est dur à faire, déjà parce qu'il faut qu'il y ait un cache. Il faut qu'il y ait un reverse proxy cache. Il n'y en a pas toujours sur tous les sites. Et puis c'est complexe, il y a des problématiques de timing très souvent. Et vous avez le no-cache poisoning ou socket poisoning qui consiste à juste empoisonner la socket du load balancer sans empoisonner son cache. En français, socket poisoning, ça fait empoisonnement du tampon de la douille. C'est plus joli, socket poisoning. Alors ça marche par exemple sur à peu près toutes les versions d'Apache sauf la dernière. Donc un reverse proxy, des fois, il va faire une connexion TCP/IP avec un back-end, et puis toutes les requêtes qu'il va recevoir pour ce back-end, il va réutiliser la socket TCP/IP, et il ne s'attend pas à ce qu'elle ne soit pas vide quand il la réutilise. Donc on va essayer
de faire en sorte qu'au moment où il envoie la requête dans cette socket, et qu'il lit dans la socket, est-ce qu'il y a déjà une réponse? Ben, il y a déjà une réponse ultra rapide, puisqu'elle était déjà arrivée avant la requête, en fait. Il faut savoir qu'un proxy fait confiance à ses communications avec le back-end. Dans HTTP, le reverse proxy fait confiance au back-end pour envoyer du HTTP propre. Donc ce n'est pas considéré comme un bug de sécurité. S'il y a un bug qui vient du back-end, c'est la faute du back-end. Alors là, un autre exemple. Donc on va faire à la fois socket poisoning et puis injection de 0.9. Alors on va se servir de Go, le langage Go de Google, le Golang, qui avait des petits bugs de HTTP avant les versions 1.4.3 et 1.5. Donc par exemple, ils étaient sympas. Là, on voit transfert encoding avec un espace. La plupart des serveurs, ils voient passer ça, ils laissent passer. Ils disent ça ne veut rien dire, mais je laisse passer. Donc déjà, c'est pas bien, il ne faudrait pas laisser passer. Mais Go, lui, quand il voit ça, il dit « Ah, vous avez oublié de mettre un tiret » et il le remet. Ça, c'est pas bien du tout. Donc pour tout le monde, on a un body de taille 139. Pour Go, on a 2 requêtes, parce que le body est tout petit. Donc ça, c'est une deuxième requête. Et là, on a un deuxième bug dans Go. Il n'y a pas de support du 0.9 officiellement dans Go, sauf quand on tape http/0.9, quand on tapait ça. Et donc là, on arrivait en mode 0.9. Donc ça, c'est pas bien. Ça n'existe pas, normalement. On ne met rien ici pour le 0.9. Et en plus, il lit quand même les headers. Alors qu'en 0.9, il n'y a pas de header. Donc, je peux faire une requête en 0.9 en demandant juste une partie de l'image. Donc, je vais cacher dans cette partie de l'image ma réponse. Alors là, le schéma est un peu plus long, un peu plus compliqué. Vous pourrez le regarder au calme. Mais en gros, on va passer par Apache, Go, puis Nginx derrière, qui fait son boulot normal. Mais là, Go, il a un premier problème. Il voit 2 requêtes quand il n'y en a qu'une. Il demande une image. Nginx lui renvoie l'image, avec des entêtes et tout. Mais Go, il dit non, mais en fait, c'est 0.9, j'enlève les entêtes, je garde que le morceau qu'on m'a demandé, et je le renvoie. Et là, ça va ressembler à une vraie réponse HTTP. Vraie réponse HTTP que Apache n'attend pas. Donc elle est juste stockée dans la socket de Apache. Arrive un nouvel utilisateur qui fait une requête à Apache et qui reçoit la réponse qu'il n'a pas demandée. Et puis juste après, Go lui dit non, mais t'as pas vu, je t'ai dit de fermer la socket. Il fait, ah oui. Alors en plus, on va s'amuser, on va le faire en HTTPS pour montrer que HTTPS, ça ne change rien. Donc là, je vais arrêter la première démo. Je vais démarrer. Je suis un peu loin de mon écran. Ah oui, je suis plus près de celui-là, c'est vrai. Ah oui, mais j'ai pas le bas. C'est bon. Donc il démarre Apache, il démarre Nginx, il démarre Go. Magnifique page. Donc c'est juste une page HTML. Ici, on a une image toute cassée parce qu'elle contient juste du HTTP, donc elle est cassée. Par contre, là, on a une vraie image. Et c'est elle qui contient l'attaque, en fait. Si je la regarde ici, donc là, je suis sur le serveur. Cette image, elle s'appelle Chewy2. Si j'essaie de la regarder, il me dit non, mais c'est du binaire, t'es sûr que tu veux regarder? Alors je vais dire oui quand même. Donc on voit au début que c'est du binaire, mais après, il y a un truc qui ressemble à des réponses HTTP. Puis après, il y a une image. Donc c'est les données EXIF qui sont stockées dans l'image. Donc on va essayer d'extraire tout ça. Excusez-moi. Voilà. Voilà, alors déjà, moi, je sais que ça marche là, parce que je vois arriver le Wookie, je ne devrais jamais le voir arriver. Je fais juste des requêtes HTTP.
Donc là, je suis un autre utilisateur avec un navigateur normal. Je leur demande la même page. Ah, j'ai pas reçu la même page. Là, j'ai reçu la réponse cachée dans l'image, avec une injection XSS ou ce que je veux. J'ai même j'ai la totale de tous les entêtes qui sont contrôlés dans mon image. Si je peux uploader l'image sur le serveur, j'ai gagné. Ah, ma souris. Si on regarde les entêtes de cette image, ça raconte n'importe quoi. Si vous arrivez à lire, je peux injecter des cookies, des choses, ce que je veux. Donc là, c'est pas bon du tout quand on en arrive à ça. Mais c'est pas de chance. Il y avait quand même 2 bugs d'Ango qui se sont additionnés, plus le fait que les sockets de Apache ont été empoisonnés par ces mauvaises réponses. Donc les vrais problèmes sont les problèmes de splitting, l'endroit où on a trop de réponses par rapport à ce qu'on devrait avoir. L'acteur dans la chaîne qui fait du splitting devient un danger pour tous les autres acteurs de la chaîne qui lui font confiance par défaut. Pour moi, quand on a un splitting, on devrait toujours avoir une CVE, une alerte de sécurité, etc. Parce que moi, je trouve que c'est assez critique. Les projets web, les différents serveurs HTTP, les leaders de ces projets-là ne sont pas toujours d'accord. Ils aiment bien les corriger discrètement sans faire d'alerte de sécu. Voilà. Des fois, pour dire, après, faire des articles de blog disant qu'ils n'ont jamais de problème de sécu. Le fait de transmettre des syntaxes étranges, par exemple, mettre un espace dans content-length, mettre anti/r, z, ou des choses comme ça devrait être bloqué. Mais ça, c'est juste de la robustesse. Et au fur et à mesure, les différents reverse proxy devraient détecter ces syntaxes étranges et dire non, toi tu passes pas. Mais c'est pas un trou de sécu, officiellement. Et les responsabilités sont très difficiles à définir, puisque à chacun, on a vu là sur les attaques, à chaque fois il y avait des erreurs sur plusieurs acteurs, et à chaque fois l'acteur va dire oui, mais c'est l'autre qui aurait jamais dû me transmettre cette requête. Ils vont toujours dire ça, c'est jamais leur faute. Donc, si vous travaillez sur le HTTP smuggling, par exemple, vous aurez du mal à gagner votre vie en ayant des primes pour les trous de sécurité, par exemple. Parce que c'est jamais des trous de sécurité. Le bug de Apache, là, c'est pas un trou de sécurité, par exemple. Personnellement, j'en ai gagné une sur le Golang après coup. Je savais pas que ça valait une prime de sécurité. Et puis, j'en ai fixé une sur la librairie qui est utilisée par Facebook pour faire ses serveurs web. Mais par rapport à tout ce que j'ai pu corriger, c'est vraiment des exceptions. Et puis, c'est des petites primes. Il faut voir aussi que si jamais vous testez ce type d'attaque sur une infrastructure publique, sur des serveurs web, c'est très 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 dangereux. Parce qu'en fait, quand on fait une UXSS, par exemple, si on teste une UXSS, je suis avec mon navigateur, je le teste, et la XSS, elle se produit sur mon poste. Donc, il n'y a pas de risque. Si vous testez ça, les effets, c'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Et donc, vous allez en prison. Donc il ne faut pas le faire sur des infrastructures publiques, il faut vraiment monter les serveurs soi-même et puis les tester, quoi. Vraiment, faites attention. Vous ne serez pas du tout considéré comme un white hat si vous testez ça sur des serveurs web publics. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je pense qu'il devrait y avoir plus de revues de code. Il y a beaucoup de... Tout le monde se sert des outils HTTP, il y a peu de gens qui relisent le code. Et au final, c'est assez lisible, il ne faut pas avoir peur. Et aussi, le code des serveurs HTTP s'améliore. Il y a des gros changements qui arrivent, la robustesse s'améliore, il y a de moins en moins de bugs. Alors, des petits exemples d'exploits divers. Nginx, par exemple, vous aviez des débordements d'entiers. Il y a beaucoup de débordements d'entiers dans Nginx. Et ça, par exemple, pour tout le monde, ça voulait dire que j'allais envoyer un body de plusieurs pétaoctets. Et pour Nginx, c'était un body de 15 octets. Donc tout le reste, c'était des requêtes. Après, un body de plusieurs pétaoctets, j'ai aucune chance de réussir à l'envoyer complètement. Nginx, vous aviez un downgrade en 0.9 si vous demandez du 65536.9. Et c'est pas un bug. Eux, ils disent c'est pas un bug parce que ça se trouve, ça existera, le 65536.9, et puis ça ressemblera au 0.9, on ne sait pas. Et par exemple, c'était transmis par HAProxy. Alors, le couple HAProxy et Nginx, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Mais ça a été fixé sur HAProxy aussi, c'est plus transmis.
Sur Varnish 3, vous avez une grosse CVE où il acceptait le CR comme fin de ligne et puis il supportait le double content length. Vous aviez ça dans le nouveau serveur HTTP sur OpenBSD. Sur Apache, vous avez plusieurs... alors vous avez par exemple le troncage de l'attribut de taille de chunk. Donc il lisait 31 caractères et après il ne lisait plus. Donc celui qu'on voit ici, là, pour lui, ça voulait dire 0. Donc fin de chunk. Il y a trop de caractères, je ne lis pas la suite. Tomcat, vous avez une CVE l'année dernière en 2016 qui a fixé plein de bugs de smuggling. Voilà, des doubles content length, des choses comme ça. Sur toutes les versions de Tomcat, vous avez ceux que j'ai utilisés dans les démos, Golang, Node.js, etc. Donc, tout ça, c'est ce que moi j'ai trouvé. Je vous en cite quelques autres qui ont été découverts en 2016-2015 par d'autres personnes. Vous avez en Python des problèmes dans URL lib, avec des problèmes d'encodage de caractères, et qui sont, je crois, utilisables par des navigateurs en plus. Et vous en avez un autre aussi sur Node.js, pareil, avec le encodage Unicode des CRLF ou choses comme ça. Alors, comment on se protège ? Déjà, à chaque fois que vous lisez des choses sur HTTP et que ça vous renvoie vers la RFC 7230, qui date de 2014, ben, c'est pas bon. Non, 7230, c'est la bonne. C'est la 2616 qui est pas bonne, qui date de 99. Donc 99, ça fait quand même très longtemps. 7230, c'est celle qui est intervenue notamment après les problèmes de 2005 sur le HTTP smuggling. Et ils se sont tous réunis, ils ont mis plusieurs années à décider comment on fait pour être beaucoup plus carré. Si vous avez l'occasion d'écrire un reverse proxy, évitez de le faire. C'est hyper dur d'écrire un reverse proxy. Si jamais vous devez le faire, réécrivez les entêtes. Ne faites pas un copier-coller, genre je prends les entêtes de la requête et puis je les mets dans la réponse. Non, on réécrit nous-mêmes l'entête avec une syntaxe hyper carrée. Comme ça, s'il y a un caractère qui n'était pas prévu dans les entêtes, bah, il ne va pas passer. Préparez-vous à lire des livres sur les sockets TCP/IP, parce que c'est pas si simple que ça. Il faut lire la RFC, il faut absolument la lire. Elle est bien écrite, ça se lit très bien. Et il y a des choses, notamment sur les proxys dedans, qui sont intéressantes. Et dans le mode de pensée, il faut se dire qu'on est là pour supporter les navigateurs et leurs bugs, parce qu'il y a des bugs dans les navigateurs. On n'est pas là pour supporter les robots et puis les sondes de supervision. Il y a plein de serveurs qui ont gardé le 0.9, par exemple, parce qu'il y a des sondes de supervision qui font du 0.9, pour vérifier que le serveur répond. C'est vieux le 0.9, il faut arrêter, quoi. Il y a des sondes de supervision qui font du HTTP 1.1, et puis voilà, quoi. Donc, il faut être intolérant, en fait. Et ça, c'est pas dans la culture. Souvent, on a la culture de la tolérance, notamment à cause d'une phrase très connue qui était qu'il faut être conservateur dans la façon dont on envoie les choses et très tolérant dans la façon dont on reçoit les choses. Et en fait, à la place de tolérant, pensez robuste. Vous devez prévoir que vous allez recevoir des trucs bizarres et y avoir pensé. Et rejeter les trucs bizarres, en fait, les trucs vraiment trop bizarres. Il y a une nouvelle RFC là, qui veut dire que justement que la phrase de Thompson n'était pas assez bonne et qu'il faudrait changer cette phrase. Quand on disait être tolérant, ça veut dire avoir compris qu'on pourrait recevoir des choses bizarres. Ça ne veut pas dire corriger comme « Ah oui, tu as mis un espace au lieu d'un tiret, je te mets le tiret ». Pas dans un protocole. Pour moi, une chose hyper importante, c'est qu'en tant qu'administrateur de serveurs web, de reverse proxy, etc., je devrais avoir plus de réglages. Je devrais pouvoir dire « Je ne fais pas de pipelining ». Parce que je sais que devant, j'ai un Varnish ou devant, j'ai un load balancer, j'ai tout ce qu'il me faut. Et qu'eux, ils ne vont pas me faire de pipelining. Je veux que mon Nginx ne fasse pas de pipelining. S'il reçoit 2 requêtes, c'est pas normal. Mais il n'y a aucun serveur qui permet de ça. Tous vont dire, par contre, vous pouvez suspendre le keep alive et revenir 10 ans en arrière. Je devrais pouvoir dire aussi, je ne supporte pas le 0.9. Je peux pas. C'est pas dans les réglages. Une chose qu'on pense très souvent aussi, on se dit j'ai un truc que je connais pas trop, genre Node.js. Je vais mettre un reverse proxy devant, bien costaud, genre Apache. Ça, je suis sûr que c'est costaud. En fait, en faisant ça, on fait prendre des risques à Apache à cause de Node.js. S'il y avait une connexion directe, à la rigueur, peut-être qu'il y aurait eu moins de risques. Voilà, le reverse proxy fait confiance au back-end. Donc, si vous hébergez plusieurs clients derrière un même reverse proxy,
N'importe lequel de vos clients peut se mettre à attaquer les réponses de l'autre. C'est voulu. Ce n'est pas un bug de sécurité d'après HTTP. Essayez d'utiliser des agents stricts, maintenus et robustes comme HAProxy. Voilà, ça c'est bien costaud. Vous avez pas mal de choses qui sont maintenues et qui avancent. Et puis, voilà. Et puis vous avez d'autres, il y a des vieux terminateurs SSL qui traînent ou des choses comme ça qui sont plus maintenus depuis 5-6 ans. Il ne faut pas les utiliser. Dans les noms connus, donc vous avez Nginx, c'est assez propre en termes de reverse proxy. Nginx, hein, on a vu qu'il y a quelques bugs de temps en temps, mais au final, ils n'ont pas d'impact parce que la plupart du temps, ils n'ont pas d'impact. Et en tant que reverse proxy, Nginx, c'est un bon reverse proxy. Et Apache, c'est sans doute un des reverse proxy les plus connus avec mode proxy. Il est bien aussi si vous utilisez la version 2.4.25, qui date d'il n'y a pas très très longtemps. Il y a plein de correctifs dans cette version sur la syntaxe HTTP, sur le respect de la grammaire, sur il n'y a plus de socket poisoning, etc. Par contre, c'est dans aucune distribution pour l'instant, parce que c'est un peu trop récent. Et puis justement, ça va faire aussi que certaines communications ne fonctionneront plus. Voilà. Si vous avez je sais pas, des services un peu bizarres qui parlent du HTTP bizarre, peut-être que ça ne marchera plus. Est-ce que HTTPS est une protection? Non, voilà. Puisque HTTPS, c'est qu'une surcouche à HTTP. S'il se passe des trucs bizarres dans HTTPS, il ne peut rien y faire. Très souvent, quand on fait du HTTPS, au moins, on met un terminateur SSL devant ces serveurs web. Eh ben, ça y est, vous avez un reverse proxy maintenant, le terminateur SSL. Ce qui ne veut pas dire qu'HTTPS, c'est pas bien. Hein, c'est très très bien HTTPS, mais pour le smuggling, ça ne joue pas. Et si vous faites HTTPS dans toute la chaîne, vous allez complexifier la vie aussi de l'attaquant qui veut faire du smuggling. Mais c'est très compliqué de faire du HTTPS dans toute la chaîne. Ça veut dire même derrière le reverse proxy, ça coûte cher, c'est compliqué. Est-ce que HTTP2 est une protection? Oui. HTTP2, ça a vraiment été pensé aussi pour arrêter ces problèmes de taille de message, etc. Parce qu'on est sur un protocole multiplexé, donc vous pouvez envoyer 20 demandes et en recevoir 5 ou 6 en réponse dans le désordre. C'est pensé, c'est voulu. Sauf que, quand même, attention, à l'intérieur de HTTP2, il y a un HTTP1. C'est une surcouche HTTP2 par-dessus HTTP1, donc il peut quand même se passer des choses bizarres. Et puis un serveur HTTP2 continue de parler en HTTP 1.1, donc on peut lui mettre le bazar aussi. Et il y en a même qui répondent en 0.9. Des super serveurs qui disent « Ouais, nous, on s'est basé sur tel nouveau langage, on fait le meilleur serveur HTTP2 du monde. » Ben, ils répondent en 0.9 et il se passe des trucs bizarres. Voilà. Donc le diable, attention, c'est toujours dans les implémentations. C'est pas forcément dans le protocole. Pour finir, voilà, je vous disais, j'ai écrit un petit outil. Pourquoi j'ai écrit un outil déjà? Parce que j'ai pas tant de temps que ça. Et puis j'avais du mal à me souvenir de tous mes tests. Par exemple, quand j'avais testé plein de caractères bizarres dans Apache, et puis qui me disaient ah ben là on a corrigé un truc, je me rappelais plus de tout ce que j'avais testé. Donc j'ai commencé à les écrire, les scripter, etc. Et puis j'ai pas le temps de tester tous les agents HTTP voilà. Donc je voulais que d'autres personnes puissent les tester. Et donc, je me suis construit un outil qui s'appelle HTTP Wookie, qui est en gros des tests unitaires en Python, et sur lequel je peux à la fois être juste un client d'un serveur HTTP, on va dire là, sur le schéma, je serai juste la première grosse boule bleue, je parle à un serveur HTTP, je lui envoie 12 millions de messages un peu bizarres, non, peut-être pas 12 millions, mais... Enfin, je lui envoie beaucoup de messages très bizarres avec des caractères très bizarres qui sont cités dans des vieilles RFC des fois, ou des choses... Et puis je regarde comment il me bloque ou comment il ne me bloque pas. Et voilà. Et puis je peux aussi le tester en mode reverse proxy. Et donc je me fais à la fois le client et le serveur. J'envoie une requête et lui, il me l'envoie à un deuxième thread à moi qui est le thread serveur. Et je renvoie des réponses ou plus de réponses ou des réponses bizarres et je regarde ce qui se passe aussi. Donc ça m'a permis de trouver pas mal d'éléments bizarres dans pas mal de serveurs. Donc, au bout d'un moment, j'ai mis cet outil en open source sur GitHub, sauf qu'il n'y a pas tous les tests dedans, parce que j'ai pas envie de casser tout non plus. Mais c'est déjà, si jamais vous écrivez un reverse proxy ou un serveur HTTP, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, on n'a qu'à écrire un serveur HTTP, ça a l'air hyper simple. » Voilà, bah, vous pourrez le tester avec ça, vous verrez. Ça vous donnera une idée de dire « Ah, peut-être que je vais réutiliser une autre lib. »
En fait, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et alors, j'ai même pas tout implémenté encore, moi non plus, en termes de HTTP, mais quand on commence à toucher au range, par exemple, vous pouvez avoir des réponses en multipart ou des choses comme ça. C'est extrêmement complexe, en fait, HTTP, il y a plein de trucs qui se cachent partout dedans. Ah oui, donc juste, je voulais dire, si jamais vous écrivez vraiment un outil HTTP, open source, etc., contactez-moi, demandez-moi, je peux vous donner d'autres tests qui ne sont pas publiés. Voilà, donc si vous avez des questions...